Alors d'abord, je voudrais remercier les gens d'être restés jusqu'à 4 heures. Ensuite, les organisateurs qui ont bien voulu nous inviter, même si on traite d'un genre un peu marginal et qu'on n'est pas des savants, mais des passionnés de contes et de littérature. Alors, de tous les animaux, le plus proche par l'homme dans l'imaginaire, c'est sans aucun doute l'ours. Chez les Algonquins, l'ours est le père adoptif de l'humain, sa mère éducatrice et sa réincarnation. Leur relation étroite avec l'animal émane du lien spirituel qui les lie, dit Serge Bouchard. Dans les contes, les traits de caractère et les traits physiques de l'humain trouvent écho chez un ours imaginé, mais toujours amplifié à l'extrême. L'imaginaire de l'homme a été stimulé par cet animal à la fois diable et saint, malin et cupide, une chose et son contraire. Il est en cela le bon miroir de l'homme, comme dit Michel Bourneau. Cette dualité a longtemps créé un rapport amour-haine entre l'homme et l'ours. D'une part, on trouve l'ours imaginé, une bête démesurée, une force de la nature qui inspire la peur, excessif, il mange beaucoup, il dort beaucoup, il est fort, brutal, impulsif, égoïste, colérique. D'autre part, cette bête est parfois un ourson gentil, mignon, inspirant l'amour, le réconfort et la tendresse, associés à l'enfance. De cette brève présentation, nous aborderons uniquement 2 motifs de l'ours imaginé, soit l'ours gourmand et l'ours séducteur. Bien, alors je vais vous présenter d'abord les traits de caractère de l'ours gourmand, qui est peut-être son trait de caractère le plus connu et qui nous le rapproche beaucoup de l'homme et de l'humain. Alors, comme Serge Bouchard le dit très simplement, être un ours, c'est avoir faim. L'ours a la réputation d'être glouton, et c'est un fait avéré. C'est un animal omnivore et opportuniste. Serge Bouchard ajoute aussi dans son bestiaire « L'ours saccage le chalet des hommes pour un simple sachet de sucre. » Sa réputation de gourmand découle aussi du fait qu'il doit faire d'amples réserves de graisse en automne afin d'accumuler l'énergie nécessaire pour survivre à sa longue hibernation. Donc cette réputation de glouton, les Amérindiens l'avaient déjà remarqué il y a bien longtemps. Pour eux qui vénéraient l'ours, il était important d'abord d'honorer l'esprit de la bête une fois qu'elle était abattue. Et gloutons, ils le devenaient eux-mêmes à leur tour quand ils dévoraient la carcasse de l'ours. Alors la chasse à l'ours était toujours accompagnée d'un grand festin. Chez les Inuits même, ça a donné le nom Makusham. Donc le Makusham, c'est un grand festin et c'est dérivé d'ailleurs du mot ours en Innu qui est mashk. Donc lors du Makusham, il fallait vraiment tout manger l'animal, il fallait rien laisser. La fête durait plusieurs jours, tant et aussi longtemps qu'il restait de la nourriture, il fallait continuer, parce que si on s'arrêtait de manger avant qu'on laissait de la nourriture se perdre, eh bien, l'esprit de l'ours aurait été contrarié et la chasse à l'ours, les fois suivantes, aurait été moins bonne. Le terme Makusham existe encore aujourd'hui dans la culture Innu, sur la côte nord. Quand on parle de Makusham, on parle d'un festin, mais aussi d'une grande fête, une espèce de party, si on veut, avec de la musique et puis des danses, et c'est la fête. Bref, le Makusham, c'est la fête. Dans les textes du Moyen Âge, l'ours, on le voit apparaître comme un être goinfre, mais sa gourmandise est souvent accompagnée de stupidité, d'instinct, de bas instincts qui demandent très peu d'intelligence. En fait, la gourmandise lui fait perdre la tête et lui fait perdre tout jugement. Bon, il y a par exemple un motif qu'on retrouve dans certains contes qui serait hérité en fait d'un récit fondateur qui est le roman de Renard. Donc dans le roman de Renard, c'était Isengrin, le loup, qui se faisait prendre au piège par son ami Renard. Il lui disait « Va à la pêche en trempant ta queue dans l'eau ». Isengrin trempe sa queue dans l'eau et là la glace se forme à la surface. Isengrin tire tant et tellement que la queue cède et puis Isengrin se retrouve sans queue. Donc on a repris ce motif-là dans certains contes pour expliquer pourquoi l'ours avait perdu sa queue. Parce que l'ours a un tout petit bout de queue contrairement au loup. Et l'ours était un personnage qui existait dans le roman de Renard. Il s'appelle Brun, tout simplement.
Cette bête, donc, qui a un faible pour tout ce qui est sucré, qui dévore les baies, hein, au lac Saint-Jean, on le sait, dans les tales de Bleuet, il y a toujours des ours qui rôdent pas loin. Il y a un faible aussi pour le miel, et ça c'est bien connu. Hein. Vous avez tous à la maison une petite bouteille en forme d'ourson, j'imagine, en plastique. Alors, on retrouve déjà chez Ésope, hein, 6e siècle avant Jésus-Christ environ, une fable intitulée « De l'ours et des mouches à miel ». Alors, ce motif de l'ours voleur de miel, donc ça date au moins d'Ésope. Alors, un ours qui avait voulu manger le miel des abeilles se fait piquer, et là, de rage, secoue la ruche, et puis là, toutes les abeilles en sortent, il se fait attaquer, piquer à maintes reprises, et donc cette fable vient un peu condamner la brutalité, les excès de l'ours qui est dominé par sa gourmandise. Donc gourmand, violent, excessif, des traits de caractère qu'on trouve également chez l'homme, chez l'humain. Donc, les nombreuses versions de l'ours voleur de miel, bon, comme vous voyez dans les illustrations, des belles enluminures qui datent de la fin du Moyen Âge, c'est très répandu en Europe, et à mesure qu'on remonte dans le nord, le miel fait place à son pendant symbolique, si on peut dire. Du rayon de miel, on passe au rayon de soleil. Alors, dans les pays nordiques, en fait, on retrouve un autre motif très proche de celui de l'ours voleur de miel, c'est l'ours voleur de soleil ou l'ours voleur de lumière. L'ours, une fois l'automne venu, part pour hiberner et il disparaît pendant des mois. En quittant la terre, donc, l'ours emporte avec lui le soleil pour se réchauffer pendant les longs mois d'hiver. Donc, ce mythe-là explique la disparition du soleil pendant l'hiver. Alors, on raconte dans certaines versions que ce vol a entraîné la colère des autres animaux et que depuis ce temps, bon, l'ours vit isolé, tout seul sur sa banquise. Il a été banni par les autres animaux. Dans les contes amérindiens, on trouve aussi un autre motif qui est en fait celui un peu d'une chasse céleste. Donc, chez les Algonquins, les Micmacs, les Cherokees, par exemple, on considère la constellation de la Grande Ourse comme un récit. Alors, il y a un récit qui est associé à cette constellation-là, qui est celui d'un ours poursuivi par 3 chasseurs, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs une autre chasse céleste, qui est celle finalement de la galaxie Orion, la constellation Orion, accompagnée de son chien Sirius, qui chasse les Pléiades. Donc il y a une autre chasse céleste, une chasse à l'ours, qui se déroule dans le ciel, et les Amérindiens ont un récit qui est lié à ça. Dans les contes québécois, finalement, chez Louis Fréchette, on a un conte qui s'appelle Tom Caribou. Alors, dans ce conte-là de Tom Caribou, Tom était resté tout seul à la cambuse un soir que ses compagnons sont partis. Et, Tom a une mauvaise réputation, celle d'être un buveur invétéré. Et un soir, il sort et il échappe du whisky par terre. Alors, il y a une ours qui est hibernante, on est l'hiver, mais l'ours sort de sa torpeur, attiré par l'odeur irrésistible du whisky, et finalement, Tom Caribou prend peur, grimpe dans un arbre, et finalement, quand les compagnons arrivent, trouve l'ours endormi au pied de l'arbre, et puis Tom Caribou qui dort en haut, perché dans son arbre. Et à partir de ce moment-là, Tom Caribou a été guéri à tout jamais de son penchant pour l'alcool. Donc, bref, l'ours gourmand, finalement, c'est un motif qui est très répandu dans les contes, dans les dessins animés aussi, dans les bandes dessinées. Par exemple, si on n'a qu'à penser à Winnie l'ourson, Paddington, Yogi l'ours. Yogi l'ours, le motif de Yogi, c'est tout simplement qu'il va voler les pique-niques des campeurs à répétition. Et depuis longtemps aussi, l'industrie exploite cette image de l'ours glouton. On n'a qu'à penser aux oursons Angers, les gummy-bears allemands, les biscuits pâtes d'ours. Vous avez peut-être aussi à la maison un pot de beurre de peanut Kraft avec les deux oursons dessus, les pots de miel en forme d'ourson. Bref, tout est là pour séduire l'enfant au plaisir gourmand. Voilà. Moi, je vais vous parler de l'ours amoureux. Alors, du mois de juin au mois d'août, les mâles peuvent franchir des grandes distances pour rejoindre une femelle sexuellement réceptive.
La réputation de l'ours amateur de jeunes femmes se retrouve de tout temps dans beaucoup de légendes et de contes populaires qui ont beaucoup de points communs, notamment la métamorphose et l'anthropomorphisme de l'ours. Parce que lui devient capable de parler à une femme, d'adopter son mode de vie et puis de vivre chez les humains. L'homme, de tout temps, craint et vénère l'ours. C'est un amour interdit entre la femme et un ours, qui reprend le thème de l'altérité, l'autre monde, l'inaccessible, lequel fait penser au pays imaginaire de Peter Pan, au merveilleux du monde des fées. L'homme est toujours attiré et séduit par ce qui est interdit, par ce qui est inconnu, mais ce ne sera pas sans conséquence, car l'humain et l'ours ne peuvent vivre ensemble. La femme est souvent séduite par l'ours. Plusieurs contes font état d'union entre une femme et un ours. Le terme de l'ours fiancé symbolise l'aspect sauvage de l'homme, civilisé par l'amour d'une femme, soit un rite de passage de l'homme qui doit dompter son instinct sauvage pour entrer dans la société. Anthropomorphisé, l'ours séducteur n'est pas un violeur, mais un symbole de fertilité. Aussi, ces relations entraînent souvent la naissance d'un enfant, mi-homme, mi-ours, un être hybride doté d'une force surhumaine, tel que le célèbre et très répandu Jean de l'Ours. Ce conte-type de la catégorie Les princesses délivrées du monde souterrain est recensé par Delarutenès dans de nombreux pays européens et même ici au Canada et en Amérique. C'est l'histoire d'une jeune fille enlevée par un ours d'une taille prodigieuse. Il l'enferme dans une caverne en roulant un énorme rocher devant l'entrée. Il lui apporte à manger, à boire, de quoi se vêtir. Au bout de plusieurs mois, la jeune femme met au monde un enfant, fils de l'ours, velu et fort comme son père. L'enfant grandit très vite. Lorsqu'il est devenu assez fort, il pousse le rocher et se sauve avec la mère. Elle rapporte avec elle, dans la personne de son fils, la puissance des ours, source de problèmes chez les humains. Alors, mal accepté chez les hommes, il finit par retourner mourir dans la caverne qu'il a vu naître. Daniel Fabre raconte que dans des versions anciennes, Jean de l'Ours terrifie les gens par sa laideur et fait le mal sans le vouloir, avec sa force démesurée. À l'inverse, dans La femme dont le fils était un ours, l'animal vit chez l'humain. Une vieille femme recueille un ourson pour en faire son fils. L'ours vit comme un humain, il devient fort et grand et va quitter sa mère. Sauf que la conséquence, c'est qu'il va chasser l'ours. Comme quoi, un ours qui vit parmi les hommes chasse ses semblables. La peau d'ours devant le foyer au chalet, ça inspire certains humains, mais elle est également un motif important dans plusieurs contes. Sous cette peau d'ours se cache un être victime d'un pacte, d'une malédiction. Ce dernier se métamorphose grâce à l'amour, ce qui n'est pas sans rappeler La Belle et la Bête, Barbe Bleue, Peau d'âne. Dans L'homme à la peau d'ours de Grimm, un homme fait un pacte avec le diable. S'il accepte de porter pendant 7 ans une peau d'ours sur lui sans se laver, il deviendra riche à jamais. Avide, l'homme accepte évidemment, quitte à donner son âme au diable. Au bout de 4 ans, il rencontre 3 jeunes filles. 2 d'entre elles sont tellement effrayées que l'une se noie, l'autre se pend. La 3e, qui est plus brave, accepte de prendre la moitié de la bague de l'ours. Le temps passe, au bout des 7 années, l'ours retrouve la fille en question et lui donne la 2e moitié de la bague, ce qui équivaut à un mariage. Qui est content, c'est le diable, qui a eu 2 âmes pour le prix d'un. L'ours, victime d'une malédiction, va parfois perdre sa peau, conserve son rang toutefois, parce que métamorphosé, il devient un prince et non pas un homme ordinaire, parce que l'ours est un roi. Donc, finalement, une fois que le pacte est rompu, il est digne de son rang, si je peux dire. L'amour chez les ours est parfois un amour maternel. En littérature, le petit ourson, dénué de vie sexuelle, est apparu dans la période moderne à mesure que se développe la littérature pour la jeunesse. Le classique du genre, c'est Boucle d'or et les 3 ours. 3 ours anthropomorphiques sont en promenade le temps que leur gruau qu'ils ont cuisiné refroidisse. Je ne sais pas si beaucoup d'humains font ça, mais eux, ils sortent pour faire refroidir le gruau. Alors, pendant ce temps, il y a un intrus qui peut être une femme
une renarde ou une petite fille, selon les versions. Évidemment, cette personne est une intruse dans le monde des ours, comme Blanche-Neige dans le monde des nains. Toutes les versions se terminent de la même façon. C'est le bébé ours qui s'identifie à l'enfant, finalement, qui va découvrir que sa chaise est brisée, son gruau est trop froid et que la petite est dans son lit. Là, on peut interpréter ça comme on veut. Dans certaines versions, il la tue, dans d'autres, il la réveille, dans d'autres, il l'effraie tellement qu'elle part en courant. Là aussi, la vie commune entre l'ours et l'humain est impossible. On peut toutefois identifier Boucle d'Or et l'ours comme l'enfant et l'ours, qui sont en quête d'identité dans un monde de grands. Rien n'est jamais à leur taille. Tout est trop grand ou tout est trop petit. Boucle d'Or pourrait aussi être vue comme une voleuse. Affamée, gourmande, attirée par l'odeur de miel et de gruau, elle est entrée chez des étrangers. On pourrait aussi dire que c'est une sans-abri qui passe, qui casse et qui s'en va, comme dit Pierre Péju. Ou encore, c'est une femme libre qui n'était chez les ours que de passage. Donc, déjà le temps de conclure cette partie. Alors, en somme, on peut dire que l'ours et l'homme et la femme entretiennent une relation très, très, très intime, et ce, depuis la nuit des temps. L'ours est un miroir de l'homme, définitivement. Au fil du temps, l'être humain a projeté en lui ses peurs et ses propres défauts. Mais l'humain a fini par faire la paix avec l'ours, et aujourd'hui, l'enfant lui confie ses peurs. Tous les enfants ont des petits oursons en peluche et leur confient leurs peurs dans le but d'être consolés. En fait, la relation de l'ours avec l'humain n'est pas sans rappeler celle du loup, qui lui aussi a longtemps incarné le mal, la peur, craint, redouté, comme une bête féroce. Finalement, il a été apprivoisé et aujourd'hui, on le considère comme un petit loup gentil et inoffensif. Donc, si les ours n'ont plus rien de terrifiant et que les loups sont devenus gentils, est-ce à dire que nous n'avons plus peur des animaux désormais? Peut-être.